Bonjour, nous revoici pour une interview pour parler soft skills, mais surtout management aujourd'hui. Salut Clément. Salut Jérôme, ravi de Je te suis retrouver. avec Clément Bergon, quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter parce que si vous avez suivi mon actu depuis le mois de janvier, vous avez sûrement vu cette couverture de ce très beau livre passer. Voilà, bon manager mode d'emploi. Que nous avons coécrit ensemble aux éditions Diathéno. Et l'objectif de cet échange aujourd'hui, c'est de parler de manager, mais surtout comment on apprend à être un manager. En fait, hein, déjà, est-ce que ça s'apprend et comment on le fait. Mais avant de se lancer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Donc oui, tu es auteur, conférencier, formateur, mais voilà, qui es-tu, Clément? Alors qui je suis? Un bon vivant, un homme du Sud-Ouest, un amoureux de la vie, un amoureux tout court, voilà, papa, voilà. Et après, on va dire dans, dans les choses un peu plus professionnelles, voilà, je suis, comme on l'a dit, auteur, moi pour ma part depuis 2 mois, hein, j'ai beaucoup moins de background que toi en termes de livres. Donc, mais je suis ravi d'avoir eu le plaisir, l'honneur de coécrire ce livre, Bon Manager Mode d'Emploi, avec toi. Ça a été une magnifique aventure et une aventure qui continue. Sinon, en effet, on va dire au quotidien, je fais des conférences, du coaching, de la formation, donc sur la thématique managériale avant tout, c'est-à-dire j'accompagne des managers et des dirigeants d'entreprise sur la qualité de leur posture managériale. Et en parallèle, je suis aussi enseignant puisque j'enseigne en école de coaching à l'Institut de neurosciences appliquées et j'enseigne en école de commerce à Toulouse, à l'Aurélis Business School. Voilà pour ce que je m'amuse à faire au quotidien. Yes. Management, un sujet que tu connais très bien, parce qu'avant de transmettre, tu étais manager toi-même, Oui, donc tu oui, as pu oui. manager des équipes, que ce soit au niveau opérationnel ou même au niveau de la direction, il me semble. Donc c'est des sujets que tu connais très bien. Et j'imagine que on t'a souvent posé cette question ou fait cette réflexion plutôt. Ah, mais de toute façon, je suis pas fait pour être manager. Donc est-ce que il faut être fait pour être manager ou est-ce que quelque part le manager est peut-être accessible à tous? Alors, en fait, ma réponse va être un petit peu des deux. C'est-à-dire que manager, oui, il va y avoir des personnes qui vont avoir certaines facilités naturelles pour avoir une forme de leadership, pour pouvoir motiver les équipes, etc. Voilà, il y en a qui sont naturellement doués pour ça, en tout cas plus naturellement doués que d'autres. Maintenant, en pratique, manager, ça s'apprend. Voilà, tout le monde peut apprendre à manager efficacement ses équipes, tout le monde. Maintenant, il y a aussi une question d'envie. Faut dire ce qui est. Et c'est vrai que c'est malheureusement tout le monde n'a pas envie, ou heureusement, peu importe, mais tout le monde n'a pas forcément envie de devenir manager. Et d'ailleurs, si on regarde, je crois que c'est impressionnant, c'est à peu près un tiers des managers qui sont devenus managers alors qu'ils n'avaient pas le souhait de devenir manager. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de managers qui sont devenus managers parce qu'on leur a demandé de le devenir et qui n'ont pas osé dire non. Hmm. Voilà. Donc, ça complique un peu les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être de mauvais managers, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu forcément cet engouement, cet enthousiasme du début. Maintenant, en effet, je dirais que pour devenir tout le monde peut devenir manager. Est-ce que tout le monde peut devenir un bon manager en pratique et avec les bonnes techniques? Maintenant, est-ce que tout le monde a envie de le devenir? Ça, c'est pas le cas. Mais je pense que c'est pourtant malheureusement une base fondamentale, c'est d'avoir envie d'accompagner des équipes, avoir ce désir finalement d'aider les autres à grandir pour pouvoir, dans le fond, être un bon manager, en tout cas quelqu'un qui s'épanouit dans sa posture managériale et dans ses fonctions managériales. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai encore cette image quand tu arrives en école de commerce. Le Saint Graal, c'est de dire, ok, je commence là, mais l'idée, c'est de devenir manager le plus rapidement possible, parce que tout le monde a envie de devenir manager. Mais la réalité est différente. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie d'être manager? C'est quoi le dark side du management, quelque part? Le fait que finalement, c'est pas si facile que ça et que ça donne pas forcément envie. Bah déjà, il y a un bel élément de réponse déjà dans ta question. Il y a le fait que déjà, c'est pas si facile que ça, et donc ça ne Oui. donne pas forcément. C'est vrai que beaucoup de personnes, quand ils arrivent sur le monde du travail, peuvent se rendre compte finalement de toute la difficulté
du métier de manager. Et notamment que ce soit les managers de proximité ou managers intermédiaires, on se retrouve sur des postures où on est entre le marteau et l'enclume. Mm. C'est la zone tampon qui doit filtrer ce qui remonte, ce qui redescend, etc. Donc on est sur une zone à risque, entre guillemets, hein, une zone stressante. Donc déjà, il y a ce point-là qui fait que quand on se rend compte de ce que c'est et des contraintes, forcément c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de stress, beaucoup plus de temps. Donc ça, forcément, ça peut freiner quelques-uns. Euh, Ensuite, je dirais qu'il y a aussi différents types de profils de personnes. On pourrait parler de profils de personnalité, mais je dirais de profils de fonctionnement. Et de manière assez globale, on se rend compte qu'il y a, on pourrait dire, deux grands axes. Il y a des personnes qui ont plutôt des profils experts, des gens qui, en fait, ont cette grande qualité, cette grande capacité à devenir des super cadors dans un domaine, de manière de plus en plus pointue, de plus en plus pointue, de plus. Et en fait, ces gens qui ont ce côté expert hyper spécialiste n'ont pas forcément l'envie d'aller travailler sur quelque chose de généraliste, ou même peuvent se sentir un peu dans une posture désagréable de devoir travailler dans quelque chose de généraliste, parce que justement l'activité managériale est en soi une fonction généraliste, puisqu'on va être là pour arriver à faire fonctionner les gens entre eux, on va être là pour avoir une vision globale, et donc très souvent, les personnes qui peuvent être plus enclines à aller vers des fonctions managériales sont des personnes qui, elles, dans leur fonctionnement, ont plutôt une vision des choses plus généraliste et moins spécialiste. Mm. Et en plus, par rapport à ça, ce que tu me dis, c'est que finalement, parce on disait ça, enfin tu disais ça aussi lors d'une interview qu'on a fait la semaine dernière justement avec Oui, un magazine où tu expliquais que quelque part quand on devient manager, on va être de moins en moins dans la technique. On va être de oui, moins en moins dans les hard skills, dans les compétences techniques, parce que justement, on doit prendre de la hauteur sur les projets, et finalement, on va être de plus en plus dans de l'humain, dans du soft skills. Et c'est vrai que par rapport à ce mode de fonctionnement expert, finalement, on les enlève de ce côté qu'ils aiment, le côté hard skills, et les mettre plus dans quelque chose peut-être qui les fait sortir de leur zone de confort, qui est plus dans le domaine des soft skills. complètement. Ah, mais de toute façon, les fonctions managériales sont, je veux dire, les qualités premières, ce sont des soft skills. Et si on regarde euh, beaucoup de managers, quoi, pour l'essentiel, même les quasi-totalité des managers, en fait, ils pilotent leur équipe la plupart du temps au travers du plan d'action opérationnel de leurs équipes. D'accord? Donc voilà, leurs équipes doivent atteindre un objectif. Il y a un plan opérationnel pour pouvoir l'atteindre. Sauf que, en fait, est-ce que c'est leur véritable zone de contrôle? Vu que ce sont leurs équipes qui font et qui obtiennent les résultats, bah, c'est pas leur zone de contrôle. Prenons un exemple d'un manager de force de vente. C'est ses forces de vente qui font les ventes, c'est pas lui. Mm. Et donc, en fait, le plan d'action opérationnel, il doit être mis en application par l'équipe. Les résultats sont obtenus par l'équipe. Donc, quelle est sa véritable influence à lui? Mm. Et en fait, ce plan opérationnel n'est qu'un indicateur de suivi. Et donc, son véritable plan à lui, il est beaucoup plus en amont. Et ça, malheureusement, peu de managers le font, mais c'est d'avoir un plan d'action d'accompagnement de ses équipes. Parce que c'est là, finalement, la seule zone de maîtrise du manager, c'est, vu que mon objectif, c'est de faire grandir mes équipes en compétences, en autonomie, etc., etc., eh bien, en fait, logiquement, je dois avoir un plan, par exemple, pour mon premier collaborateur, ben, celui-ci, ben voilà, ses forces, c'est ça, ce qu'il a à travailler, c'est ça, ben, quel est mon plan pour l'accompagner, pour qu'il grandisse. Le numéro 2, ben, c'est ça, etc. En fait, on doit avoir un plan d'accompagnement. Et c'est ça, en effet, la compétence numéro un que le manager doit déployer, c'est avoir ce plan d'accompagnement de ses collaborateurs pour savoir finalement où ils en sont et comment les faire grandir pour les amener à atteindre leurs objectifs. Donc oui, on est beaucoup plus sur du soft skills que sur du hard skills. Là, quelque part, ce que tu décris, c'est un peu la casquette de coach. Hein, on Oui, parle dans l'ouvrage, hein, la casquette de coach, la casquette de commandant, la casquette de leader. Et là, on est vraiment dans la dimension coaching, oui, où est la personne, où elle veut être par rapport à l'équipe.
et comment bah, moi, en tant que manager, j'arrive à les accompagner en tant qu'individu vers ça et pas juste sur des indicateurs de performance. C'est bien ça si j'ai compris. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, le, gérer le summum des qualités du manager, c'est arriver à finalement faire ressortir la quintessence et l'excellence de chacun de ses collaborateurs. Et finalement, c'est prendre chacun avec ses particularités, avec ses forces, avec ses axes d'amélioration, pour pouvoir l'amener à grandir. Donc à partir de là, en effet, on est sur quelque chose qui est vraiment individualisé. Et donc, c'est utiliser des techniques de questionnement, utiliser des techniques de connaissance de soi, utiliser en fait tout un tas de techniques qui nous permettent voilà, d'aider la personne à se révéler et à croître dans tous les domaines. Hmm. Donc, Donc ça, si j'ai bien compris, on va dire être bon manager. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des mauvais managers. ça peut arriver. Et c'est quoi du coup un mauvais manager ou c'est quoi une mauvaise manière de manager plutôt? Alors, une mauvaise manière de manager, ben, au vu déjà de ce qu'on vient de dire, ça pourrait être une manière stéréotypée de manager. Euh, puisque bah, vu que chaque personne est unique, bah, chaque personne doit être pilotée de manière spécifique. Donc, si on ne fait pas du sur-mesure, déjà ça pose souci. Et si on n'a pas conscience qu'il faut faire du sur-mesure, c'est-à-dire que si on considère que voilà, on a une méthode et ça va fonctionner pour tout le monde, et que c'est comme ça, euh, ça risque de poser problème. Et en effet, je dirais que souvent, ça va se jouer, ça va être une question d'équilibre. On a parlé des trois casquettes, mais il suffirait qu'il y ait un déséquilibre dans ces trois casquettes Mhm. pour que justement ça puisse générer des problématiques. Euh, Prenons l'exemple flagrant de la casquette de commandant, qui à la base est là surtout pour mettre en place les règles de fonctionnement commun et les faire respecter. Et derrière, on se rend compte, notamment pour ceux d'entre vous qui ont lu le livre, que souvent il y a du coaching déguisé aussi derrière. Mais l'idée, c'est de mettre des règles de fonctionnement commun et de clarifier les fonctions de chacun au sein de l'équipe et au sein de l'entreprise. Mais si on fait du tout commandant, ben malheureusement, on va apparaître pour un tyran, on va apparaître pour... voilà, ça ne fonctionnera pas. Tout comme dans l'autre sens, si par exemple on fait du tout coaching, ben ça ne fonctionnera pas non plus. Donc en fait, chaque situation a ses clés et chaque situation a sa posture. Et donc c'est à apprendre à jongler entre ces différentes postures, parce que si malheureusement on reste monoposture, eh bien cela risque de poser problème. Donc oui, je dirais que le mauvais manager, c'est celui qui n'a pas compris que ben, il est là pour faire du sur-mesure, pour pouvoir Mhm. accompagner chacun. Mhm. Ben, Donc ça demande une sorte, moi j'aime bien parler de flexibilité comportementale, de dire bah, de pas être figé en disant bah, moi je suis comme ça de toute façon. Souvent, enfin, souvent, dans ça, pas forcément dans le management, mais dans la vie, bah voilà, moi je suis comme ça plaît ou ça déplaît pas, ou ça plaît ou ça plaît pas, c'est pareil. Et bon, bah, c'est tu vois, ça. pour le manager, c'est peut-être pas la bonne posture, mais il y a une question sous-jacente qui me vient. Donc là, c'est pas forcément sur le mindset entre guillemets, comment je peux être flexible par rapport aux personnes que j'accompagne, mais c'est Mhm. plus, on va dire plus sur la personnalité, parce que c'est vrai qu'on a souvent cette image véhiculée dans les médias ou dans les films du manager hyper charismatique qui va sur scène, qui a la chat, qui parle à tout le monde, qui est, voilà, qui est comme ça, tu vois. Et alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de managers qui sont plutôt introvertis, qui sont Oui. discrets. Est-ce qu'on a besoin d'être extraverti pour être un bon manager, ou est-ce que bah, les introvertis aussi peuvent être des bons managers? C'est une excellente question et en effet, il n'y a pas du tout besoin d'être un extraverti pour être un bon manager. Et en fait, euh, les, les personnalités introverties, les personnes introverties, en tout cas qui se considèrent comme introverties, ne se rendent pas compte de la puissance de leur leadership. Et Hmm. ce sont souvent d'ailleurs les seuls à ne pas s'en rendre compte. Et notamment si on regarde, qu'est-ce qui se passe chez les personnes plutôt introverties? Euh, Déjà, elles parlent beaucoup moins.
Mm. Ils sont beaucoup moins volubiles. Alors, il y a moins de mouvement, il y a moins d'éclat, il y a moins de bruit. Mais par contre, quand elles parlent, souvent, c'est justement beaucoup plus réfléchi. Et ça a souvent un impact beaucoup plus important, justement, parce qu'on a l'impression que ben, quand ils parlent, attention, c'est pas pour rien. Mm. Alors que quand il y en a qui sont très volubiles, souvent, ça fait tellement de bruit qu'à un moment, on arrête d'écouter. D'accord? Donc, euh, souvent, les personnalités plutôt introverties apparaissent comme des managers calmes, rassurants, sérieux, rigoureux. Et donc, au contraire, ils vont avoir une forme de leadership qui est excessivement intéressante et appréciée en entreprise parce que justement, ils apparaissent comme des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer et pas des personnes qui font de l'esbrouf. Donc, non, pas besoin d'être un extraverti pour manager. Mm. Et en même temps, j'ai l'impression qu'aussi, quand on est introverti, on est beaucoup plus à l'écoute. Donc, si Oui, notre rôle de manager est de faire grandir les autres, de créer l'environnement, l'écosystème qu'il faut pour que tout le monde puisse grandir, que toute l'équipe fonctionne bien, être attentif aux signaux faibles et pas qu'aux signaux forts également par rapport au niveau relationnel dans les équipes, bah, c'est vrai que c'est un vrai plus également dans ce sens, j'imagine. ah, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, on parlait de la posture de coach tout à l'heure. Ben, un coach, c'est quelqu'un qui pose des questions et qui écoute. Mhm. Mhm. Donc oui, c'est on connaît la fameuse expression on a deux oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle, mais c'est tellement vrai. Mhm. Je veux dire, s'il y a vraiment une phrase moi que j'aime beaucoup, euh, qui est basique, hein, mais c'est euh, vous intéresser sincèrement aux autres vous rendra plus intéressant que de chercher à être intéressant. Mhm. C'est basique, Mhm. mais ça veut dire ce que ça veut dire. Mhm. Et donc, notamment les personnes qui vont avoir cette grande qualité d'écoute, qu'est-ce qui va se passer? Les gens à leur contact vont avoir la sensation d'être écoutés. Oui, mais d'être écoutés, ça veut dire aussi qu'ils vont sentir qu'ils ont de la valeur auprès de nous. La Oui. valeur estimée. Mhm. Donc, si ils ont la sensation d'avoir de la valeur auprès de nous, ça va agir sur l'estime d'eux-mêmes. Mhm. Donc, le simple fait d'écouter nos équipes leur permet d'accroître l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Et donc, du coup, c'est hyper positif pour ces personnes-là et pour l'équipe. Et c'est un cercle vertueux. Et dans tout ce que tu dis, finalement, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de personnalité, etc. Mais tout ce que tu racontes, ce sont des soft skills que l'on peut développer, l'écoute, l'empathie, le fait de poser des questions pertinentes, la Hmm. proactivité, l'anticipation. Et pour chacune de ces soft skills, il existe des outils ou une manière de fonctionner qui s'apprend et que c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit inné pour le faire. Cela peut s'apprendre. Et je vais terminer avec une dernière question, parce que je sais qu'on pourrait Mhm. parler pendant des heures, parce que c'est passionnant, mais j'aimerais quand même terminer sur cette question-là. C'est notamment quand on n'a jamais managé et qu'on doit prendre un poste de manager, par quoi on commence en fait, si on veut apprendre le métier de manager? Alors, je dirais que première des choses, c'est que on s'organise déjà avec sa hiérarchie pour voir qu'est-ce qu'on attend de nous. C'est la première chose. Voilà. Qu'est-ce qui est véritablement attendu de nous? Quel va être notre mode d'interaction et le mode de soutien qu'on va avoir avec nos supérieurs hiérarchiques? De manière à déjà, voilà. Nous, avec nos propres N+1, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, je dirais que chronologiquement, la première des choses à mettre en place avec son équipe, ça va être justement notre cadre de fonctionnement commun. C'est-à-dire que, là je vais paraphraser Victor Hugo, qui disait la nature, tout comme l'esprit humain, n'aime pas le vide. La nature le remplit avec de l'amour, l'esprit humain le remplit avec de la haine parce que la haine, ça occupe. Et en fait, c'est très simple, s'il n'y a pas de règles claires de fonctionnement commun, ça crée un flou. Et quand il y a un flou, ça crée des tensions. Et quand il y a des tensions, ça crée des conflits. Donc, la base, c'est qui fait quoi, quand, comment. Et donc, ça veut dire se mettre d'accord sur notre fonctionnement commun. Et donc, quand on arrive, ça va être déjà ça. Alors, c'est pas forcément le plus agréable. Parce qu'on arrive, voilà le cadre, voilà comment on va fonctionner. Mais
on peut co-construire le cadre. Et moi, vraiment, j'invite à le faire. C'est-à-dire que on peut, lors d'une, par exemple, une réunion de prise de fonction avec nos équipes, prendre le temps de décider ensemble comment on va commencer à fonctionner ensemble. Quels vont être nos rituels de feedback, quels vont être nos rituels de communication, quelles sont les attentes que j'ai vis-à-vis de comment on organise dans ce cas-là nos échanges vis-à-vis de ces attentes, etc. Donc, comment structure-t-on nos règles de fonctionnement commun? Euh, et à partir de là, à partir du moment où on a ces règles-là, bien évidemment, elles peuvent évoluer, hein, elles ne sont pas gravées dans le marbre, on reste dans l'amélioration continue, mais l'avantage, c'est que ça va tout de suite créer un cadre, un, rassurant, parce qu'on sait ce qu'on attend de nous, on sait qui fait quoi, et deux, ça va permettre aussi de créer un état d'esprit d'équipe. Mhm. C'est intéressant parce que le simple fait d'avoir des rituels au sein de notre équipe qui ne sont pas forcément les rituels de l'équipe voisine, fait que cela crée un sentiment d'appartenance. Donc, oui, pour commencer, quelles sont les règles du jeu? Parce que imaginez par exemple un match de rugby sans règles, ça risque de poser problème. Yes. Bah, c'est super passionnant. Merci beaucoup pour toutes ces astuces, pour tous ces retours d'expérience. Merci à toi. Et j'ai envie de rajouter pour les Mhm. personnes qui débutent dans le management, mais pas que, qui sont déjà managers et qui veulent progresser en management. Mais il y a le livre là, Bon Manager, mode d'emploi, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies, sur Amazon, à la Fnac, au Cultura. Donc voilà, il est disponible partout, même dans certains relais d'ailleurs. Mhm. Et pour bah, ceux qui voilà, voudraient tester le livre avant de se le procurer, il y a aussi la possibilité de bah, télécharger un extrait de l'ouvrage pour le tester et voir bah, si c'est l'ouvrage qui vous plaira pour bah, progresser en management. Et donc tout cela, bah, pour tout ça, en fait, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et bah, d'ailleurs, ce lien ramènera aussi vers ton site. Donc pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, de découvrir Clément Bergon. Donc c'est clément-bergon.com. Comme, tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, vous pouvez le retrouver assez facilement ou sinon sur LinkedIn également. Complètement. Merci beaucoup Clément et bah, j'espère à une prochaine pour une autre vidéo. Un grand merci à toi, Jérôme. Merci, à bientôt. À bientôt.